Bienvenue sur la Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, coutumes, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la première République noire. Belle écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode de La Caille. Aujourd'hui, avec notre invité, nous allons prendre le temps d'échanger autour de l'accouchement traditionnel des femmes en Haïti. Comment cet accouchement se déroule-t-il? Quelles sont les spécificités et les défis d'aujourd'hui? Notre invité est Monsieur Aubryon Damus. Professeur, paysan-chercheur à l'Université d'État d'Haïti, professeur associé à l'Université de Sherbrooke au Québec, professeur invité à l'Université Laval, vous êtes aussi conférencier. Vos sujets d'études et de recherche sont nombreux et portent sur l'éducation à la paix, la vulnérabilité humaine, la pédagogie régénératrice et réparatrice, l'accouchement traditionnel, les savoirs locaux et autochtones, le viol des femmes, l'allaitement maternel, les rapports entre le créole et le français d'Haïti. Tu es aussi l'auteur de plusieurs ouvrages autour de l'accouchement traditionnel en Haïti, notamment Anthropologie de l'accouchement à domicile, les mères, les matrones et les sages-hommes traditionnels d'Haïti prennent la parole, et aussi auteur du livre Rites de naissance en Haïti. Monsieur Damus, bonsoir, bienvenue au sein du podcast La Caille. J'ai essayé de vous présenter, mais la liste est beaucoup plus longue, tant vos sujets de recherche et d'analyse sont nombreux. Merci Juliette de m'avoir invité à participer à ton émission, à ton podcast. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux, parce que j'ai essayé de faire bref, mais est-ce que c'est toujours bien que tu puisses aussi te présenter avec tes propres mots sur ton parcours et avec aussi la spécificité de tes sujets autour de l'accouchement traditionnel des femmes en Haïti? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais. Bon, moi, je suis un paysan chercheur. Donc, je suis né à la campagne, deux parents paysans. Je ne suis pas issu de la cuisson de Jupiter comme toi. Je ne suis pas de votre naissance. Je suis né entre le sang, les urines et la sueur, voilà, d'une paysanne, les excréments, si vous voulez, d'une paysanne, si tu veux, c'est d'une paysanne haïtienne. Donc, mes thèmes de recherche portent sur l'accouchement traditionnel, et la solidarité, le handicap, le viol. J'ai bossé sur le viol depuis 2013. Et la pédagogie régénératrice réparatrice, l'éducation à la conscience mondiale, la prévision en éducation. Donc, les thèmes sont vraiment multiples. Mais une bonne partie de ma recherche, de mes activités rustiques, est consacrée à l'accouchement traditionnel. Donc, je bosse sur ce thème depuis 2006. Mais je dois te dire que je suis devenu anthropologue à l'âge de 3 ans quand ma mère m'a autorisé à participer à l'accouchement de ma sœur aînée à l'âge de 3 ans. Et je me souviens de l'événement. Donc, depuis lors, Waouh! je m'intéresse à l'accouchement et j'ai eu la chance d'observer l'accouchement d'un petit cousin ou d'une petite cousine euh, euh, du côté paternel notamment et maternel. Voilà. Et ça m'a permis, voilà, de faire des observations précoces qui ont guidé plus ultérieurement mon choix de travailler, de faire des recherches sérieuses sur l'accouchement traditionnel en Haïti. D'accord. Et donc, du coup, à l'âge de 3 ans, pour certains enfants, je suppose que pour certains enfants, ça peut être un choc, mais après, avec tes mots, comment toi, tu as vécu cet accouchement à l'âge de 3 ans de membres de ta famille? Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Donc, d'aussi loin que moi, je suis né entre deux filles, ma sœur aînée et ma sœur cadette, c'est-à-dire un élément ouais, intermédiaire. Donc, quand ma mère accouchait de ma sœur cadette à la maison, j'étais là. Et elle était entourée de mon père
et d'un oncle en paternel. Il est mort, d'un fait en paternel. Et l'accouchement était assuré, en fait, était supervisé par un sage-homme traditionnel. À la campagne, il y a des hommes qui accompagnent les femmes lors de l'accouchement. C'est-à-dire, l'accouchement ne se réalise pas uniquement sous la supervision des matrones, c'est-à-dire des sages-femmes traditionnelles, mais également des sages-hommes traditionnels, des accoucheurs traditionnels, si tu veux, voilà. Donc, à un certain, on lui a demandé de pousser, ouais, de Mhm. pousser l'enfant, voilà, d'évacuer l'enfant hors de l'utérus, voilà, hors de la cavité vaginale. Et à ce moment, on lui a donné une tisane ou bien de l'eau sucrée, ben, un truc à boire. Voilà. Mhm. Et là, quand l'enfant est né, les sages-hommes traditionnels a procédé à la section du cordon ombilical. Waouh! Et toi, est-ce que tu t'es dit un jour que tu aurais aimé, à cet âge-là et en grandissant, est-ce que tu t'es dit un jour, ah, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet où je veux approfondir ou pas À juste. cet âge, à cet âge, il était impossible, voilà, de, de, de prévoir qu'on deviendrait chercheur, anthropologue. Mhm. Mais, alors, quand il y a le déclic s'est manifesté en 2000, en 2007. J'ai été étudiant à l'Université de Santé de la Guyane, Paul de la Martinique, et j'ai fait un devoir sur la naissance traditionnelle. Donc, Madame Josiane Brojarin, elle est psychologue clinicienne, je crois, qui m'a demandé de faire ce travail. Donc, et je lui ai demandé de m'autoriser à faire le travail et je l'ai fait. Donc, et le travail, mon travail de réflexion portait sur mes observations, je dirais, enfantines, précoces dès l'accouchement. J'ai rédigé un texte et je lui ai demandé de m'autoriser à faire un mémoire sur les thèmes. Elle m'a donné son accord de principe. Et puis, bon, j'avais une copine en Haïti, je lui ai demandé de faire une enquête, bien sûr, sur ma supervision. Je lui ai envoyé un guide d'entretien. Elle et mon père sont allés voir deux matrones. Ces matrones étaient interviewées, ont répondu à mes questions et je me suis contenté de matériel, de ce matériel empirique, voilà, pour rédiger mon mémoire. J'aurais pu retourner en Haïti, mais si je l'avais su, parce que j'aurais pu demander à l'Égide, l'organisme qui gérait ma bourse à l'époque, de m'accorder une bourse pour aller faire mon terrain, mais je, je ne savais pas. Donc, j'ai fait mon enquête à distance. Donc, si je m'étais rendu sur le terrain en personne, j'aurais collecté des données de qualité. Mais la minceur du matériel méthodologique a été compensée par mes observations enfantines, parce que dans l'enfance et à l'adolescence, j'ai observé des accouchements à la maison, à la campagne. Donc, du coup, tu as pu vivre un accouchement en Oui, direct oui, 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 exactement, voilà. directement et tout au long de ton adolescence, en grandissant, tu as Oui, été oui. aussi spectateur de d'autres accouchements. Oui, 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 oui. Et après, j'ai décidé de commencer à faire des enquêtes plus sérieuses, par exemple en demandant à des dizaines de matrones de participer à ce que j'appelle à des ateliers de dialogue local. Par exemple, en 2016, j'ai organisé sous la supervision de l'UNESCO un atelier de dialogue local sur l'accouchement et sur d'autres thèmes comme la souveraineté alimentaire et les services rendus par la nature, mais les services, comment on dit ça, écosystémiques, c'est-à-dire les services rendus par la nature, parce qu'à la campagne, les gens, il n'y a pas de service public, les gens se contentent des services rendus par la biodiversité pour soigner, pour prendre soin d'eux-mêmes, hein, de leur famille et de l'environnement, parce que l'environnement, il faut aussi le soigner. C'est-à-dire la santé humaine à la campagne est inséparable de la santé écologique, de la santé de la nature. Super intéressant. Et moi, j'avais une question sur, est-ce que tu peux aussi expliquer à nos auditeurs le terme de matrone en Haïti et quelles sont les principales responsabilités d'une sage-femme traditionnelle en Haïti? Quelles sont ses D'accord. responsabilités? D'accord. Alors, le thème des matrones, matrone, en fait, c'est un mot français. C'est un mot français. Il y avait, aujourd'hui, pour aller il n'y a plus de matrones en Europe, mais dans l'Europe traditionnelle, il y avait des matrones. Mais les médecins à l'époque ont publié des rapports mensongers sur les taux de mortalité maternelle et néonatale
dû, si tu veux, voilà, à l'incompétence, à la prétendue incompétence des matrones. Et donc, ils ont tout fait pour vaincre, pour évincer les matrones, pour inciter l'État, voilà, à leur interdire d'exercer leur métier. Et, les métiers ont disparu, mais, par exemple, en France, mais, mais les sages-femmes modernes, c'est-à-dire les sages-femmes formées à la médecine médicale, et continuent, voilà, de se référer aux valeurs qui sous-tendaient les pratiques des matrones du temps jadis en Europe, c'est-à-dire, comme la sollicitude, hein, voilà, donc, et l'empathie, la sympathie, la solidarité, etc. Sous ma plume, attends, il y a les gens ont tendance à confondre matrone et sage-femme. Non, il y a une différence entre matrone et sage-femme. Pour moi, une matrone est une sage-femme traditionnelle. Et une sage-femme est une personne gorgée de savoir scientifique, de savoir physiologique, biologique, tout ce que tu veux, et qui leur permettent, voilà, d'aider les femmes enceintes, hein, les femmes qui accouchent et les accoucher. Mais la sage-femme traditionnelle est titulaire d'un savoir ancestral. Ancestral, c'est-à-dire, d'une manière générale, ces femmes ne savent ni lire ni écrire, mais elles ont développé un savoir expérientiel, un savoir aux dimensions multiples, c'est-à-dire magique, symbolique, spirituel, technique, mythologique, tout ce que tu veux, voilà. C'est un savoir leur permet, euh, qui leur permet de tenir compte, hein, de la complexité de la personne humaine. Donc, c'est pour ça que je participe à la conservation du métier de ces femmes, parce que ces femmes, euh, elles-mêmes participent à la conservation de la dimension humaine de l'accouchement. C'est pour ça que toujours appelé de mes vœux une collaboration respectueuse euh, entre euh, les matrones et les professionnels de santé moderne sur le terrain de l'accouchement, afin de réduire le nombre de césariennes inutiles et de permettre également de conserver et ou de restaurer la dimension humaine de l'accouchement. Alors, j'ai pas encore répondu à la question. On va me demander que font les matrones? C'est ça. Oui, oui. Quelles sont leurs Elles principales constituent le métier. responsabilités? Oui, Ouais, voilà. responsabilités. Mhm. Eh bien, les matrones s'occupent du suivi de la grossesse, même c'est pas aussi stressant que le suivi de grossesse en Europe, en Occident. Et la femme enceinte en Haïti s'occupe de ses affaires, elle va au marché, elle s'occupe de ses activités agraires, c'est-à-dire des activités dans les champs, et le saclage, la moisson, les picailles, tout ce que tu veux. Et elle élève des animaux. Donc, ce sont des activités agro-sylvo-pastorales, c'est-à-dire fondées sur l'exploitation, sur l'agriculture et l'exploitation parfois des forêts et l'élevage des animaux. Ouais, agro-sylvo-pastoral. Donc, et cette femme-là n'a pas le temps de penser à son accouchement. C'est-à-dire, et l'idéologie du risque n'existe pas à la campagne. C'est-à-dire, tu es enceinte, on sait que tu vas accoucher tôt ou tard de ton enfant. On ne pense pas à des handicaps qu'il faut, comment on dit ça, diagnostiquer avant la naissance. Mhm. Il y a pas de batterie de tests à faire, non. La femme enceinte, à cause, il y a des troubles gravidiques, comme la nausée, les courbatures, et la sage-femme peut l'aider en lui faisant des massages avec des l'huile de ricin ou des palmes cristées. Et voilà. Ce sont des soins corporels, des soins traditionnels, mais il n'y a pas de test, il n'y a pas d'examen. Mais c'est maintenant les paysannes qui ont les moyens ou bien qui sont plus ou moins cultivées peuvent aller à l'hôpital, hein, bon, afin voilà, de se faire consulter, de se faire ausculter, ben, aller consulter un médecin. Mais juste parfois, elles le font en vue de savoir si elles peuvent accoucher de leur enfant à la maison. Oui, on veut demander au docteur si tout va bien. Si le docteur dit tout va bien, et bien voilà, je reste à la maison. Et même si le docteur dit il faut accoucher à l'hôpital, d'une manière générale, les femmes préfèrent accoucher à la maison.
au lieu d'aller dans une maternité publique hein, pour se faire humilier, au lieu d'aller s'exposer à des formes de violence, hein, à la violence hein, psychologique, morale, hein, tout ce que tu veux, voilà. Alors, pendant l'accouchement, la matrone est, c'est une personne qui a une compétence empathique extraordinaire, qui est capable de se mettre dans la peau de la femme qui accouche. Et c'est une femme qui a accouché de plusieurs enfants. J'imagine c'est une femme multipare et qui a l'expérience de l'accouchement, de plusieurs accouchements, qui, la charité bien donnée commence par soi-même, qui a accouché de ses enfants à domicile. Ouais, c'est pas une personne qui a accouché à l'hôpital, et dont la mère ou bien la grand-mère était femme traditionnelle ou matrone. Donc, c'est-à-dire, elle possède un savoir et, ancestral, et un savoir qui a une dimension spirituelle. Par exemple, si, par exemple, bon, avant de passer à cette dimension-là, il faut dire les choses les plus concrètes. Donc, c'est-à-dire, pendant l'accouchement, elle encourage la femme à pousser, voilà, et dire, Mhm. ah, ça y est, t'as danger, je suis là, voilà. Donc, c'est-à-dire, elle donne à la femme qui accouche un soutien moral et psychologique extraordinaire. Et la femme n'est pas muselée sur le plan psychologique, émotionnel. Elle est incitée à crier, à s'exprimer. Voilà. C'est-à-dire, il n'est pas honteux Oh. de crier, de hurler. Et puis, elle est capable aussi de changer de position parce qu'elle n'est pas clouée sur une table d'accouchement, comme ça se passe à l'hôpital, non? Mhm. C'est-à-dire, elle bénéficie d'une liberté de mouvement. Elle peut bouger, elle peut s'agenouiller, elle peut s'asseoir, elle peut se coucher, voilà. Et, et elle est entourée de sa famille, notamment de son mari et des enfants s'il y en a. Et la grand-mère peut-être à son chevet, donc, ou bien un oncle, ou bien des voisins, etc. C'est-à-dire l'accouchement, en fait, c'est pas une épreuve purement individuelle, mais aussi une épreuve ayant une dimension collective. C'est tout le monde qui accouche, c'est tout le monde qui est là pour aider la femme à accoucher, comme je l'observais quand j'avais 3 ans. Comme je l'ai observé quand j'avais 13 ans, voilà. Hein, comme j'ai observé l'accouchement de ma sœur cadette, voilà. C'est mon père, mon oncle était là, il y a d'autres personnes qui étaient là. Et ça ne perturbe pas les processus physiologiques parce que la personne est entourée des personnes la femme est entourée des personnes qu'elle connaît, c'est-à-dire c'est des gens qui sont familiers, elle n'est pas entourée d'étrangers. Parce qu'à l'hôpital, on est entouré de personnes qui ne te connaissent, que tu ne connais pas, ou qui ne te connaissent pas, ou que tu connais à peine, et Mhm. ça bloque les processus physiologiques, ça empêche les hormones comme l'ocytocine de sécréter. C'est l'hormone-là qui facilite l'hormone de l'accouchement, mais c'est aussi l'hormone de l'amour, l'ocytocine. Quand l'enfant doit sortir, donc la matrone, et voilà, donc, et puis l'évasion de la femme, voilà, donc on, on ne veut pas que les enfants regardent. Moi-même, j'étais tellement malin que j'ai dû regarder. Et là, il ne faut pas regarder. Ma tante qui m'a dit, ah, ou t'es lit, moi, c'est-à-dire, tu as observé mon sexe, voilà, ou lit en bas, tu as observé mon sexe. Et effectivement, j'ai observé son sexe. J'ai regardé. Parce que tout simplement, on est tellement malin, vigilant, on ne peut pas se laisser voilà, empêcher voilà, d'observer voilà, cet événement passionnant. Passionnant. Et, euh, et après, la matrone attrape ou bien recueille l'enfant et elle procède ensuite à la section de son cordon ombilical. Et il y a une façon rituelle de découper les cordons parce que d'après les matrones, la façon dont on coupe le cordon ombilical la taille future du sexe de l'enfant, de la fillette ou du garçon, du bébé mâle ou du bébé femelle, dépend de la façon dont on coupe le cordon ombilical. Donc, si on veut que le garçon possède un long pénis, donc on va sectionner le cordon de 2 pouces, voilà, on va utiliser 2 pouces comme ça, voilà, Ok. pour sectionner, voilà. Donc, donc c'est technique aussi, c'est technique, c'est magique, c'est symbolique, tout ce que tu veux. Et le cordon ombilical, le placenta est enterré dans une fosse d'aisance ou bien à l'intérieur de la maison si le sol est en terre battue, le plancher est en terre battue. Je me souviens d'une tante, voilà, qui a accouché d'une fille, d'une cousine, voilà, dans une maison dont le plancher est en terre battue. Donc,
le placenta a été enterré à la maison. Alors, on a creusé un trou et on y a mis le placenta. Pourquoi? Parce que on pense que le placenta représente l'enfant. En fait, le placenta symbolise l'enfant et donc, si un loup-garou, un mauvais œil a accès au placenta, donc il pourra tuer l'enfant. Hein, voilà. Donc, c'est pour protéger l'enfant contre le mauvais œil. Donc, il faut déposer le placenta soit dans euh, les fosses d'aisance, dans une fosse d'aisance, dans les toilettes, ou soit dans un trou creusé à l'intérieur de la maison. Et, euh, et puis, on donne au bébé qui vient de naître hein, et du liquide d'aloe vera, voilà, un liquide amer pour gâter son sang. C'est-à-dire pour rendre son sang amer, on donne à boire du liquide d'aloe vera et c'est un rituel, je dirais, contagionniste hein, parce qu'on croit que les loups-garous peuvent sucer le sang de cet enfant. Et voilà, en donnant à boire du liquide d'aloe vera, on gâte son sang, on rend son sang amer et on le rend invulnérable au loup-garou. Voilà. C'est très magique. Peut-être que c'est aussi bon pour la santé parce que l'aloe vera est une plante médicinale, hein. Et Oui. ça participe, ces gestes participent à la conservation de l'aloe vera. Donc, il y a de l'aloe vera partout à la campagne parce que c'est une plante, voilà, auquel on attribue une dimension magique et médicale. Voilà. Et, j'ai trop parlé, non? Non, 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 c'est super intéressant. J'allais juste poser une question pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément au fait de tous les thèmes. Est-ce que tu peux exprimer ce qu'est le loup-garou en Haïti? Ben, un loup-garou dans l'imaginaire haïtien, en fait, un loup-garou, bon, je vais faire un peu d'histoire. La croyance au loup-garou a été transmise aux esclaves africains à Saint-Domingue, c'est-à-dire dans la colonie française de Saint-Domingue. Parce qu'en Europe, cette croyance existait à la campagne notamment, et elle a même provoqué une phobie qu'on appelait à l'époque lycanthropie. C'est-à-dire, on croyait que des hommes pouvaient se transformer en loups et afin de faire du mal aux autres, voilà, aux personnes, voilà. Et cette croyance a été transmise en Haïti parce que c'est un mot français, aux esclaves. Et actuellement, un loup-garou en Haïti, est une femme qui est capable de faire du mal à un enfant, c'est-à-dire de le joker. J'ai écrit un bouquin sur le joke. Joker l'enfant, on regarde l'enfant et on avale sa salive. On appelle ça, on joke, voilà. C'est une anthropophagie symbolique. On mange l'enfant en avalant sa salive. Ok, C'est-à-dire, là, cet enfant, même si elle est vivant, il est déjà mort. Ou bien il va mourir parce que voilà, il a été dioqué. Et s'il ne bénéficie pas d'un traitement spécifique, voilà, il pourra mourir. Dioc loup-garou, bien, euh, oui, voilà. Et ok, c'est, ouais, ouais. d'accord. C'est ça un loup-garou. Mais on croit aussi que le loup-garou peut sucer le sang de l'enfant le soir à l'aide du calumet d'une pipe. Voilà. Il peut extraire le sang de l'enfant de son corps. C'est aussi, c'est pour ça qu'on a donné à cet enfant qui vient de naître à boire du liquide d'aloe afin de rendre amer son sang. D'accord. Et toi, est-ce que les femmes aujourd'hui, les matrones qui accompagnent ces femmes, comment se passe la transmission de ce savoir-faire de mère en fille, de génération en génération? Ouais, ce sont des savoirs, comment on dit ça, essentiellement féminins. Bon, ces savoirs, en fait, s'inscrivent, si tu veux, dans une triple transmission. Hmm. Vraiment, la transmission transgénérationnelle qui date de l'époque coloniale, parce que les négresses euh, africaines qui sont arrivées à Saint-Domingue, et voilà, ont voyagé avec le savoir, le savoir-faire, et elles ont trouvé un climat propice pour continuer à exercer leur métier. C'est-à-dire, il y avait des sages-femmes traditionnelles ou des matrones parmi les femmes mises en esclavage, les Africaines mises en esclavage. Donc, à Saint-Domingue, elles ont découvert les plantes médicinales pour continuer à exercer leur métier. Voilà. Alors, j'ai oublié de parler de la dimension spirituelle de l'accouchement à domicile. On va y arriver. Voilà, ça, c'est Mhm. important de parler. Euh,
Alors peut-être qu'il faut les faire maintenant. La Oui, dimension peut-être. spirituelle, Ok. ouais, cette dimension spirituelle se manifeste notamment lorsque l'enfant tarde à naître. C'est-à-dire si l'enfant a du mal à naître, et Mhm. voilà, on peut euh, réciter des prières, des psaumes, etc. On peut réciter des incantations. Mais si on croit que l'accouchement est bloqué par une matelote, c'est-à-dire une femme rivale, c'est-à-dire, parce qu'en Haïti, un homme peut avoir plusieurs femmes, et Mm. une matelote, et c'est la femme rivale, et on croit que cette personne, on lui attribue un pouvoir, on peut lui attribuer un pouvoir sorcier, le pouvoir de faire mal, pouvoir sorcière, si tu veux, et si elle est soupçonnée d'être à l'origine du blocage de l'accouchement, et dans ce cas-là, on fait appel à une mambo ou à un onguent, c'est-à-dire des spécialistes du vaudou qui Ok. vont faire des rituels spécifiques afin de débloquer l'accouchement. Moi-même, je l'ai observé. Quand un mien cousin du côté paternel naissait, donc il y avait des soucis, des difficultés. Donc, il avait du mal à naître. Mais la femme de mon oncle euh, avait une matelote. Et on a cru que c'était elle qui avait empêché, genre, qui empêchait l'accouchement de se dérouler normalement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait appel à un Onguent. Et le Onguent s'appelle Lowom. Il est venu, il est venu avec une chaise, il a fait des rituels, ça fait longtemps, je ne me souviens plus. Et puis, quelques minutes après, l'accouchement a été débloqué. Ouais. D'accord. Donc du coup, au-delà d'un simple accouchement, il y a vraiment plusieurs dimensions. Ces dimensions Oui, où donc, le savoir-faire. magique, Oui. symbolique, technique et spirituel. D'accord. Et Médical, oui, oui. Parce que simplement, les tisanes, les décoctions, etc. Donc, c'est la dimension technique médicale. Ouais. d'accord. Et j'allais en revenir sur toute cette préparation par rapport à la sage-femme. Quelles sont les plantes, en gros, de manière générale, utilisées pour, je suppose, pour préparer la femme à l'accouchement, mais aussi une fois que le processus de l'accouchement est, comment dire, commence à se faire ressentir. OK. Dans un article, j'ai décrit trois catégories de plantes. Par exemple, si l'accouchement est, est, est lent, donc si le processus logique est lent, on dit en créole, il a un pied long. Il a un pied long, accouchement fret, c'est-à-dire le processus est froid. Donc, il faut chauffer, comme réchauffer le processus, si tu veux. Et on donne à la femme à boire des décoctions de chapelles, des plantes, des décoctions de plantes ocytociques, c'est-à-dire des plantes qui accélèrent les contractions, voilà, qui favorisent, si tu veux, voilà, et la sécrétion de l'hormone qui s'appelle ocytocine. Voilà. Et on le faisait aussi au Moyen Âge en France. Il y avait une plante, et j'ai oublié son nom, voilà, et il s'appelle, j'ai oublié son nom. On utilisait cette plante pour, comme ça, pour stimuler la contraction, pour induire la contraction, pour induire les contractions, ou bien pour faciliter la sécrétion de l'hormone l'ocytocine. Et D'accord. pour une catégorie de plantes, il y a une autre catégorie de plantes qui s'appelle les plantes, parce qu'il y a aussi les postpartum, après l'accouchement. Mhm. L'accouchement, c'est des plantes lactogènes ou galactogènes, par exemple feuillettes, etc., et dont la consommation sous forme de tisane permet à la femme, voilà, de produire du lait. Ce sont des plantes qui favorisent la lactation, la montée D'accord. des lait, si tu veux, voilà. D'accord. Et y a-t-il d'autres plans pour accompagner? Bon, il y a peut-être des plantes magiques, c'est-à-dire des plantes qui permettent de repousser les mauvais esprits, voilà, qu'il faut planter aux alentours de la maison. Parce que l'accouchement à la campagne se fait presque pratiquement dans la nature, parce que la maison se trouverait dans la nature, entourée de champs où il y a des plantes, etc., etc. Donc, les plantes sont accessibles, bien on va les cueillir dans la nature ou bien aux alentours de la maison, parce il y en a partout. D'accord. Et Si tu veux en savoir plus, j'ai consacré un article à ces plantes qui s'appelle euh, ma,
L'article s'appelle, l'article porte sur la matrimonialisation, mais la patrimonialisation des métiers des matrones. Ok. Et, il est en libre accès. J'ai parlé de ces plantes-là, j'ai donné des noms, etc. D'accord. On mettra, pour nos auditeurs, on mettra en lien de cet épisode le Oui. lien vers les différentes ressources que tu produis, que tu partages, et un lien aussi vers tes livres, notamment. Mm. Mm. C'est noté. Moi, j'aimerais parler aussi, prenne le temps de parler aussi de l'état d'esprit de ces femmes qui accouchent. Elles sont soutenues par leur environnement proche, par leur matrone, mais est-ce que instantanément, euh, aujourd'hui on parle beaucoup de santé mentale, comment avec tes recherches tu peux faire un tour sur leur santé mentale en étant accompagnée tout au long du processus de l'accouchement par une sage-femme traditionnelle? OK. Moi, j'ai quelques travaux inédits. Bon, que j'ai pu résumer là, pendant cet échange intéressant. Et, à la campagne, donc, la santé mentale de la femme qui accouche est gérée par ses proches, par les matrones, par toutes les personnes impliquées dans le processus, dans le suivi de la grossesse, et de l'accouchement et du postpartum. Dans l'accouchement et du postpartum. Parce que cette personne n'est pas seule. Elle bénéficie de la solidarité de ses proches, des sœurs, euh, des tantes, euh, grand-mère, des grand-mères, de sa grand-mère ou bien la grand-mère, et, de sa mère, voilà, sa mère ou bien de la mère de son mari. Donc, c'est-à-dire, l'étayage social est solide et les gens sont plus disponibles. Ils peuvent passer du temps avec elle, etc. Elle va aussi au marché, elle salue ses commères, on dit bonjour ma commère, etc. Donc, cette personne elle n'est pas seule dans la nature. Et l'intensité des soins traditionnels constitue un moyen efficace pour prévenir la dépression postnatale. Et d'après les enquêtes que j'ai moi-même effectuées, ainsi que et d'après les travaux qui ont été réalisés auprès des communautés autochtones, soit au Canada ou bien en Amérique du Sud, les femmes qui accouchent à la maison, qui bénéficient des soins traditionnels en postpartum et ne sont pas exposées à la dépression postnatale, contrairement aux femmes occidentales qui accouchent dans des maternités bien équipées, high-tech, mais, qui bénéficient pas des soins dotés d'une dimension, comment dire ça, émotionnelle, efficace. Donc, c'est-à-dire la dépression postpartum, pour moi, n'existait pas à la campagne. Parce que simplement, parce que après l'accouchement, les soins se focalisent beaucoup plus sur la femme que sur l'enfant. Hein, on n'a pas besoin de Hmm. parce que la femme est traitée comme une reine, comme une princesse. Ah, c'est à ce moment-là, voilà, qu'on lui dit, ah, qu'est-ce que c'est que tu veux manger? On doit manger du poulet, poulet pays, hein, pour Dieu, si tu veux. Et Mhm. aliments solides, hein, consistants, voilà, dont les qualités nutritionnelles sont appréciées, sont élevées. Donc, la femme reçoit des soins affectifs, ouais, matériels, de toutes sortes, spirituels aussi. On peut prier avec elle, voilà. Donc, tout ça l'empêche, voilà, de sombrer dans la dépression postnatale, contrairement aux femmes occidentales et aux femmes occidentalisées qui, après l'accouchement, se retrouvent généralement seules. D'accord. Et ça fait écho à le principe de combit, le principe de communauté. Est-ce qu'on peut dire, Voilà, l'esprit combitique. Ouais. Bon, en fait, ça. Les combis, ça a un sens trop fort. Peut-être ça fait l'esprit d'entraide, pour utiliser un terme l'entraide rurale. Voilà, il faut s'entraider. d'accord. Là, tu accouches aujourd'hui, bon, je t'aide. Peut-être que demain, c'est ma femme qui accouchera ou bien ma fille. Donc, c'est comme ça. Mais la femme, c'est-à-dire la femme qui accouche est entourée des soins affectifs et elle reçoit ces soins de la part de sa famille et de son entourage du voisinage. Voilà, du voisinage, mais voilà, famille au sens
l'âge, parce qu'en Haïti, la famille, ils sont très large, hein. Mhm. Ouais. Ouais. Et tu dis dans tes propos que la femme qui vient d'accoucher est plus chouchoutée que Oui, l'enfant oui, oui, oui. qui vient de naître. En Occident, c'est l'inverse. C'est-à-dire, Oui. l'attention ici est concentrée sur les bébés, batterie des tests pour détecter des anomalies, etc., au détriment de la mère. Alors, on ne voit pas la mère, hein. On ne voit pas Oui. la mère. Alors qu'en Haïti, on voit la mère parce que on croit que, même après, on croit qu'après un accouchement, que la femme, que sa vie est en danger. On croit que même Hmm. après un an, voilà, dans sa vie, il faut tout faire pour restaurer, voilà, la santé de cette femme. D'où il y a des rituels comme par exemple les bains de feuilles, les bains de vapeur, voilà, pour fortifier son corps, pour nettoyer son corps, des tisanes, etc. Parce que les soins, là, après l'accouchement, ont une dimension régénératrice, hein, régénérer le corps, et réparatrice, réparer le corps, etc. Voilà. Waouh, c'est super intéressant. J'espère que certaines femmes de notre communauté, de nos auditeurs, auront peut-être presque envie d'accoucher en Haïti. Oui, en Occident, ce sont les femmes riches qui ont les moyens, qui veulent accoucher à la maison. Et il y a aussi des femmes, comment on dit ça, anti-système, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne veulent pas, comment on dit ça, obéir de façon aveugle, hein, aux normes biomédicales actuelles et Mhm. qui décident, qui peuvent décider, voilà, d'accoucher à la maison. Mais c'est très difficile parce qu'il y a des obstacles. On dit, voilà, s'il y a un problème, hein, ce sera ta faute. Mais il y a des sages-femmes, voilà, comment on dit ça, un peu anti-système, qui permettent à de nombreuses femmes d'accoucher à la maison. Des femmes, ce ne sont pas forcément des femmes riches, voilà, ou très cultivées, mais ce sont des femmes, voilà, qui ne veulent pas être, comment on dit ça, qui ne veulent pas être racisées, qui ne veulent pas faire face au racisme en milieu hospitalier. D'accord. Et j'avais une question à te poser par rapport à ces femmes. S'il y a par exemple plusieurs matrones dans une région, comment une femme comment dire, procède de manière générale pour se dire, parce que l'accouchement ce n'est pas rien, pour se dire c'est telle matrone que j'ai choisi pour pouvoir m'accompagner dans mon processus, dans mon accouchement. Comment ça se passe de manière générale? Ok, et il n'y a pas beaucoup de matrones dans les communautés. Il n'y a pas beaucoup de Hmm. matrones. Et il n'y a pas de compétition entre les matrones parce que c'est un métier que les matrones exercent pratiquement gratuitement, à titre, gratis pour l'amour de Dieu. Il dit, je l'ai reçu gratuitement, je l'exerce Mhm. gratuitement. Ouais, ça, c'est la dimension spirituelle parce que les processus là, j'ai pas dit beaucoup de choses sur les processus de transmission parce que la transmission, ouais, j'ai parlé de transmission par exemple transgénérationnelle, la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire intragénérationnel de mère en fille. Par exemple, Mhm. j'accouche et je demande à ma fille de m'accompagner sur le terrain de l'accouchement, afin de permettre d'observer les actes d'accouchement, les soins que je donne à la femme qui accouche. Il y a aussi un processus de transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire une grand-mère qui décide de donner le métier, de transmettre le métier à sa fille, à sa petite fille. Voilà. Voilà. Et en lui demandant de l'accompagner, mais cette transmission peut aussi avoir une dimension symbolique et magique, et bon, et spirituelle si tu veux. Après la mort de cette grand-mère, et voilà, la femme, ben, la fillette, euh, la petite fille, voilà, c'est pas la fillette, la petite fille, Mhm. et sa fille, voilà, fait un rêve lors duquel, voilà, elle voit apparaître sa grand-mère, voilà, qui dit, voilà, et je te donne le métier, demain, tu vas accoucher telle ou telle fille, voilà. D'accord, c'est noté. Et donc du coup, aujourd'hui, avec l'évolution de la société, est-ce que Oui, maintenant, maintenant, je vais répondre à la question. Il ou- faut cette transition. oui, La question. C'est-à-dire, il n'y a pas de compétition entre les matrones. Les métiers s'exercent gratuitement, bien sûr. On peut demander à la femme de payer 100 gouttes, ou bien 200 gouttes, ou bien 250 gouttes. Mais elle Mhm. peut aussi payer comment on dit ça, en nature. Elle donne des vivres, de la nourriture, etc. à la matrone.
Et, et si cette femme ne peut pas donner cette sommette-là, 100 gouttes ou 200 gouttes, on ne va pas l'abandonner. On doit l'aider parce que c'est un métier qu'on a reçu gratuitement, il faut l'exercer gratuitement. Ça, c'est le principe là. J'ai reçu Hmm. gratuitement, je dois l'exercer gratuitement. Et parce que voilà, c'est un métier qui a une dimension morale. On n'a pas les droits éthiques, on n'a pas les droits d'abandonner une femme qui accouche. Mais si les sages-femmes traditionnelles ou les matrones l'exercent gratuitement, c'est parce que cette femme veut agrandir les familles. J'appelle ça la parentélisation. Par exemple, si tu as euh, aidé une femme à accoucher d'un enfant, mais cet enfant deviendra en quelque sorte un membre de ta propre famille. Parce que tu auras les droits de demander d'aller chercher de l'eau, d'aller puiser de l'eau pour toi, d'aller acheter des choses pour toi au marché. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là qu'on parle qu'en Oui, Haïti, la famille est élargie et ne se oui, résume oui, pas oui. à Oui, maman, oui. papa. D'accord. D'accord, c'est noté. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la société, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de moins en moins de sages-femmes traditionnelles ou tant bien que mal, ce savoir, il est préservé et il est transmis aux futures générations? Je me souviens d'un professeur cubain avant de répondre à la question, à qui j'ai posé cette question, et il m'a dit malheureusement, ce métier n'existe plus à Cuba, mais il a dit c'est une erreur parce que c'est un métier important, il ne devrait pas disparaître. Étant Mhm. donné que Haïti a le système biomédical n'est pas encore modernisé et puis il n'existe pas partout. Donc, l'accès à ce système est inégal. Et il y a beaucoup d'inégalités d'accès entre les femmes. Par exemple, à la campagne, il n'y a pas de route, il n'y a pas de maternité moderne, il n'y a rien. Donc, c'est-à-dire, les sages-femmes traditionnelles, les matrones, se substituent aux professionnels de santé modernes. Ah, voilà. Il n'y a pas d'infrastructure médicale. Donc, c'est très difficile, hein, voilà. Donc, pour des femmes à la maison d'aller accoucher dans un centre hospitalier parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'elle n'a pas d'argent, voilà, parce que voilà, il fallait se préparer matériellement, voilà. Mhm. C'est, voilà. Donc, c'est, donc, c'est un métier, voilà, qui me paraît, très important parce qu'elle permet de conserver la dimension humaine de l'accouchement, parce que voilà, et aussi, mais aussi, elle participe à la conservation de la nature parce qu'on conserve, on protège les plantes médicinales, on cultive les plantes médicinales, les plantes qu'on utilise hein, pour soigner la femme qui accouche et la femme qui vient d'accoucher, voilà. Et, et au contraire, à cause de la situation, des crises multiples hein, qui rongent en Haïti, les tissus sociaux et politiques haïtiens, il y a de plus en plus de matrones. Hein. Il y a de plus en plus de matrones parce que tout simplement, en Haïti, actuellement, il y a des territoires dits perdus, territoires perdus, qui sont contrôlés par des gangs à cravate et des gangs fatigués. Donc, c'est-à-dire, les femmes il y a beaucoup de femmes qui se sont rendues à la campagne parce qu'elles ont perdu leur territoire et leur maison. Les maisons ont été brûlées. Et, les femmes à la campagne aussi ne peuvent pas aller accoucher en ville parce que les villes, comme par exemple comme Port-au-Prince, c'est est devenu, Port-au-Prince est devenu un territoire perdu et pratiquement contrôlé par les gangs. Donc, je pense qu'à cause de cette situation, le pouvoir des matrones a augmenté et il y a de plus en plus de matrones parce que tout simplement, euh, la médecine moderne, je dirais là-bas, était déjà faible et Mhm. maintenant elle est complètement affaiblie et pourquoi pas inexistante hein, dans certaines communautés, dans certaines villes, dans certains quartiers, etc. Donc, les, euh, les, et puis, bon, il y a un point sur lequel il y a un point qu'il faut aborder, c'est la question de la colonisation et, du métier de matrone. Ça, c'est parce que avant, jusqu'à maintenant, là, on demande à ces femmes de participer à des formations qui s'exercent de façon, je dirais, verticale. Un sachant se prétend détenir un savoir universel et dit à la matrone de prendre des notes, d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Et ça empêche, ça, ça conduit les matrones à abandonner des savoirs importants et Mhm. qui n'étaient pas du tout dangereux, et, mais les matrones les ont abandonnés.
Et en abandonnant ces savoirs, elles ont perdu l'estime de soi, la confiance en soi. Mm. Et ouais, on peut, par exemple, il y a des sachants ou bien des style savoir didacte qui demandent à des matrones d'amener la femme à l'hôpital après 1 heure. Ça, c'est un mensonge. Un accouchement peut durer 24 heures. Ma mère m'a dit à chaque Mm. fois, elle a mis 3 jours pour accoucher à chaque fois. Bon, déjà 3 jours, bon, c'était pas vrai. Parce qu'il y a le pré-travail, c'est pas le travail. Et c'est juste pour dire que l'accouchement à la campagne est inscrit dans le temps cyclique. Il faut prendre son temps, il faut donner du temps au temps. Mais en demandant à une matrone d'emmener une femme à l'hôpital après 1 heure d'observation du processus physiologique, on condamne la femme qui accouche à mourir, voilà, avant même d'arriver à l'hôpital. Et ça arrive souvent. Bon, on va emmener à l'hôpital. Eh bien, oh, il n'y a pas de route. Oh, la famille n'était pas préparée matériellement pour aller à l'hôpital et ne s'est pas préparée pour aller à l'hôpital. Et puis, euh, et la peur, parce que les femmes à la campagne savent qu'elles doivent accoucher. Elles sont accompagnées, mais elles doivent, comment dire ça, mobiliser toutes les forces pour accoucher. Quand on Mm. dit on va à l'hôpital, il dit voilà, elle pense tout de suite à la césarienne. C'est une opération qui fait peur parce que ça va désacraliser le corps. Mm. Et, or, le corps, voilà, donc le corps appartient au mari, et le sein au bébé et à la campagne. Donc, et puis, on craint que les générateurs euh, en diesel, voilà, ne soient éteints pendant une opération chirurgicale, pendant une césarienne. C'est l'une des craintes qui explicatives du fait que les femmes rurales ne veulent pas aller accoucher à l'hôpital, voilà. Et voilà, parce qu'ils savent que à l'hôpital, l'équipe est très pressée parce que l'accouchement hospitalier est inscrit dans le temps linéaire, voilà, donc on compte, hein, d'ici ça, au bout de telle heure, au bout de certains temps, voilà, il faut césariser, il faut couper le code de la femme. Et je Mm. me souviens de cet homme traditionnel et qui m'a dit, voilà, donne-moi 30 minutes hein, avant de faire cette césarienne. On l'a écouté, heureusement, et puis voilà, et durant cet intervalle de temps, la femme a pu accoucher par voie naturelle. Et Mm. voilà, il dit, j'ai sauvé cette femme. Hein. Si elle Mm. n'était pas là, on aurait césarisé voilà, cette femme. C'est intéressant. Et justement, les sages hommes autour de de ce savoir, sont-ils nombreux en Haïti? Non, Et non, non? ils ne sont pas nombreux, malheureusement, parce que les hommes sont plus vénaux que les femmes, dans le sens que s'intéressent davantage au profit que les femmes, parce que c'est un métier qu'on exerce pratiquement gratuitement. Mm. Et puis, et c'est pas facile, voilà, parce que c'est l'intimité, il y a aussi des valeurs comme la pudicité. euh, donc, les femmes ne veulent pas que les hommes regardent leur corps. Voilà. Voilà, il y a des femmes qui accouchent à la maison tout seules. Ils disent, ouais, j'ai besoin de personne. Et quand l'enfant est né, voilà, j'appelle quelqu'un, voilà, qui vient couper le cordon ombilical. Donc, c'est-à-dire, l'adrénaline est très forte, hein. Il y a une montée d'adrénaline chez les paysannes et pendant l'accouchement. Il dit, voilà, je pousse tout ce qui est devant moi, je pousse les sacs traditionnels, je repousse, voilà, parce que simplement, j'ai pas besoin de cette personne-là. Il dit, ah, t'es une femme très forte, voilà. Donc, c'est-à-dire, il y a des femmes qui veulent accoucher tout seules, hein. Donc, c'est très intéressant. Parce que l'accouchement, voilà, ça fait peur à beaucoup de femmes, mais ça ne fait peur, ça ne fait pas peur à d'autres femmes, voilà. Et Mm. Super, super intéressant. Est-ce que aujourd'hui, les femmes, les sages-femmes et les sages-hommes, est-ce que il y a des temps où qui leur sont consacrés annuellement ou trimestriellement, je sais pas, où ils peuvent aussi échanger entre eux?
autour de leur savoir, autour de leur expérience propre à l'accouchement et partager aussi, afin de ne pas rester seuls dans leur pratique quotidienne et partager aussi comment ils ont vécu, comment ils vivent au fur et à mesure de l'évolution de la société, comment ils vivent l'accouchement traditionnel dans leur localité respective. Ça, et ils ne font pas, ils ne le font pas spontanément. C'est-à-dire, ils devraient, par exemple, créer des associations, l'association des matrones ou des accoucheurs traditionnels. Non, il n'y a pas d'association. Bon, je me souviens, en 2016, il y a une matrone qui m'a remis un bout de papier, association des matrones et de telle zone, mais c'était pas vraiment une association. Peut-être qu'elle avait l'habitude de se réunir, mais je ne sais pas. Mais moi-même, bon, en fait, euh, j'ai développé un dispositif méthodologique qui s'appelle Atelier du dialogue local depuis 2016 et qui me permet voilà, de réunir ces acteurs-là, les matrones, les acteurs traditionnels, les médecins feuilles, les mambots, etc., autour de la problématique de l'accouchement. Donc, je les invite. J'ai organisé plusieurs ateliers à Jarabel, à Binet, etc., au plateau central. J'invite ces titulaires de savoir locaux et autochtones à venir partager leur savoir, leurs expériences professionnelles, leurs savoirs expérientiels. Et ça facilite des corrections mutuelles. Voilà. Voilà. Et puis, mais aussi, après le déroulement d'un atelier, je procède à la restitution préliminaire, à la restitution des savoirs préliminaires, à la restitution des résultats préliminaires. Mhm. C'est-à-dire, il y a des comportements qu'il faut renforcer. Mhm. Par exemple, le fait de le fait de planter le reste du cordon ombilical avec un arbre fruitier, ouais, ça participe à la conservation de la nature, donc il faut continuer à le faire. Mais il y a aussi des comportements qui me paraissent un peu, et qui ne sont pas hygiéniques, par exemple, hein. Mhm. Si l'enfant fait face à qui a un problème de respiration, il y a des bébés qui ne respirent pas normalement après, donc Mhm. il faut réanimer. Alors, mais voilà, ils ont une technique, hein. Ces personnes ont une technique pour réanimer les bébés, voilà. Et il y en a qui mettent directement leur bouche contre contre celle du bébé, voilà. Et en Mhm. fait, il y a une matrone qui a dit non, il ne faut pas les faire directement, il faut mettre, comment on dit ça, un morceau de tissu blanc, propre, voilà, avant de les faire. Allez, il faut qu'il y ait un truc interposé, voilà, entre la bouche de la matrone et celle du bébé. Voilà, tu vois, il y a des corrections mutuelles, donc c'est très intéressant. Il y a eu beaucoup de savoirs qui ont été partagés, beaucoup d'expériences, beaucoup de partages d'expériences, et, non seulement autour de l'accouchement, mais également sur la nature, parce que l'accouchement à domicile a aussi une dimension écologique, elle est inséparable de la nature, ouais, l'importance des plantes, Mhm. et voilà, mais aussi des divinités, parce qu'il y a aussi des dieux de la nature, etc. Et puis, euh, le fait que, voilà, il faut donner du temps au temps. Voilà, la nature est aussi pas seulement hors de la femme, mais aussi dans la femme. C'est-à-dire, il faut pas perturber les processus physiologiques. Hein. Il y a du monde, mais il faut pas qu'il y ait trop de monde. Voilà, pour que les processus ne soient, du crainte que les processus soient perturbés. Voilà. Donc, c'est ça. Super Ouais. intéressant. Waouh. On mettra en lien de ces épisodes tout ce qui a été cité, tous les travaux de recherche, les livres aussi. Est-ce que tu as un dernier point que l'on n'a pas pu échanger, mais qui serait intéressant à partager à nos auditeurs autour de cette thématique? Ben, point, donc, c'est peut-être ce que s'appelle, il y a si un point, s'il y a un point dont il faudrait parler, c'est ce que j'appelle l'écologie des savoirs. L'écologie des savoirs, c'est-à-dire l'articulation des savoirs sur le terrain de l'accouchement. Et, si tu veux conserver, parce que l'accouchement a une dimension rituelle, technique, symbolique, magique, etc., médicale. Mais la complexité de l'accouchement n'est pas valorisée en milieu hospitalier. Donc, l'accouchement est simplifié
il est, euh, il est réduit à sa dimension purement technique et médicale, dimension matérielle, si tu veux. Mhm. Donc, c'est ce qui empêche, c'est ce qui dissuade beaucoup de femmes d'aller accoucher à l'hôpital. Mhm. Or, c'est important, voilà, d'accoucher à l'hôpital parce que simplement, un accouchement, même si même si on a pas vu que tout serait OK, mais un accouchement peut devenir dystoxique à la dernière minute, c'est-à-dire devenir pathologique peut nécessiter une intervention chirurgicale. On sait que si c'est à la maison, ça, c'est ce qui va se passer, la femme va mourir. Et heureusement, les cas de décès maternels sont très rares, très 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 rares, parce que simplement toutes les conditions se réunissent pour que la femme accouche à la maison par voie basse. Mhm. Et bien, dans certains cas, la femme est condamnée, parce que si la femme possède un bassin rétréci ou un bassin chirurgical, elle doit accoucher à la maison. Elle doit accoucher à l'hôpital, elle doit, afin de bénéficier d'une césarienne. Mais les matrones et les sages elles sont intelligents. Ils sont capables comment on dit ça, de faire un test pelvimétrique avec leurs mains. Ils regardent, et voilà, ils peuvent mesurer les bassins. Ils regardent les bassins pour savoir si la femme possède ce qu'on appelle, c'est ce qu'ils appellent les os croisés, des os entrecroisés. Donc, si la femme possède des os croisés ou des os entrecroisés, elle ne peut pas accoucher à la maison. Et dans ce cas-là, il faut convaincre sa famille de l'amener à l'hôpital afin de lui permettre de subir une césarienne. Ouais, donc, c'est-à-dire les sages-hommes traditionnels, les matrones, connaissent les limitants de leurs savoirs, de leurs compétences, tandis que les médecins, les infirmières, hein, les sages, les médecins, les sages-femmes c'est- croient posséder voilà, des savoirs, je dirais, tout-puissants, des savoirs universels. Elles Mhm. ignorent que le savoir est dépouillé de sa dimension, je dirais, spirituelle, psychologique, Émotionnel. symbolique, émotionnel, tout ce que tu veux, voilà. Mhm. Écologique aussi, ouais, voilà. Malheureusement. Non, s'il y a une articulation entre les savoirs des matrones et les savoirs des hommes traditionnels, ça va permettre aux femmes d'accoucher dans de bonnes conditions et ça va permettre aussi de conserver la dimension complexe de l'accouchement, de la naissance. Et ça va Mhm. réduire ou bien faire disparaître la dépression postpartum. Parce que si après un accident hospitalier, le médecin te prescrit un bain de feuilles, et voilà, voilà, c'est les bains de feuilles. Les bains de feuilles n'a peut-être pas de propriétés, bon, bien sûr, ce sont des feuilles médicinales qui ont des propriétés thérapeutiques, bien sûr. Et ce sont, les bains de feuilles ont des propriétés thérapeutiques, donc il y a une dimension médicale, mais aussi une dimension, comment on dit ça, psychologique, hein, émotionnelle. Ça permet à la femme, parce que lorsqu'on donne un bain de feuilles à une femme, on lui Mhm. on tape, on tamponne son corps avec les feuilles, etc. On le fait plusieurs jours, et non seulement pour lui permettre d'évacuer les caillots de sang, ou bien les écoulements, ça s'appelle hein, les liquides là, c'est j'ai oublié, non, c'est après la naissance, hein, c'est-à-dire la femme évacue dans des écoulements de sang, mais il y a un nom là, Perte, non? des pertes sanguines, des pertes de sang, mais il y a un nom, un terme technique, voilà, que j'ai D'accord. oublié. Voilà. Mhm. Donc, c'est-à-dire, ça permet à la femme, voilà, de restaurer son corps, de nettoyer son corps et les interactions que ça permet entre la femme et son entourage, ah, mais, empêche cette femme de sombrer dans la dépression postnatale. Voilà. Super, c'était super intéressant. Je pense qu'on a passé un bon moment où on a beaucoup appris, échangé sur cette thématique. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour ce temps d'échange. On mettra comme d'habitude les différents liens en descriptif de cet épisode où vous pourrez réécouter l'épisode, mais aussi regarder les travaux de recherche de Monsieur de ces Damis de Aubryon. Vous pourrez regarder Euh, sans euh, modération. mhm. Monsieur Damis, là, tu peux m'appeler au brillant tout. Aubryon, Aubryon, oui. Aubryon, oui, oui. Merci beaucoup, Aubryon, et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.
À très bientôt, Juliette. Merci de m'avoir accordé cet entretien de qualité. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.